On n'y pense pas forcément, mais absolument tout ce qu'on touche, que ce soit un gratte-ciel ou une simple batterie de téléphone, est fait de matériaux. Leurs propriétés, qui nous semblent aller de soi, sont en réalité le résultat d'une science invisible, une science fascinante qui se joue à l'échelle de l'atome. Allez, on plonge dedans. On va commencer par explorer ce monde immense des matériaux, qui sont littéralement les briques avec lesquelles on a bâti notre civilisation moderne. La question peut paraître un peu étrange, c'est vrai, mais elle est essentielle. Sans la capacité de choisir et de transformer la matière, eh bien, rien de ce qui nous entoure n'existerait. C'est vraiment la base de toute technologie. Ce qui est frappant sur ce graphique, c'est de voir cette explosion. Autour de 1700, on se débrouillait avec une poignée d'éléments, le fer, le cuivre. Aujourd'hui, regardez, une seule éolienne en a besoin de dizaines. Clairement, la révolution industrielle, puis l'ère du numérique ont créé une dépendance à une part de plus en plus grande du tableau périodique. Alors, comment on fait pour y voir clair dans toute cette diversité? Eh bien, une bonne façon de commencer, c'est de classer les matériaux en grandes familles. Chacune a des propriétés bien à elle, bien définies. Et là, le mot-clé, c'est vraiment sélectionner. Un matériau, ce n'est pas juste de la matière brute, non, c'est une matière qu'on a choisie volontairement pour une fonction bien précise. Ça peut être la solidité d'une poutre en acier ou la transparence d'une vitre. En gros, on peut tout ranger dans 3 grandes boîtes. D'abord, les métaux qu'on peut déformer sans qu'ils cassent. Ensuite, les céramiques, comme le verre ou la porcelaine. C'est très dur, très résistant, mais ça casse. Et enfin, les polymères, la grande famille des plastiques, connus pour être légers et flexibles. D'ailleurs, la plupart des objets qu'on utilise sont un mélange de ces 3 familles. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi un métal conduit l'électricité et un plastique, non? Pour le comprendre, il faut changer complètement d'échelle. Il faut descendre dans le monde invisible des atomes, c'est là que tout se joue. Et nous y voilà, l'unité de base de tout ce qui existe, l'atome. Un noyau au centre et des électrons qui tournent autour. C'est l'arrangement de ces atomes et surtout la manière dont ils vont interagir entre eux qui va absolument tout déterminer. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ce qui connecte ces atomes, ce sont des forces invisibles, les liaisons atomiques. Et c'est ici, dans cet espace infiniment petit, que se cache le secret de toutes les propriétés d'un matériau. Cette courbe a l'air compliquée, mais l'idée est simple. Pensez à 2 aimants. Si on les éloigne, ils s'attirent. Si on les rapproche trop, ils se repoussent. Il y a une distance parfaite, une sorte de zone de confort. Pour les atomes, c'est pareil. Ce point de confort, c'est le creux de la courbe, ce qu'on appelle le puits d'énergie. Et la profondeur de ce puits, notée E0, c'est l'énergie de la liaison qui les unit. Et cette simple valeur, E0, a des conséquences directes et vraiment incroyables. Si le puits est très profond, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour séparer les atomes. Le résultat, eh bien, le matériau aura un point de fusion élevé et une grande rigidité. A l'inverse, si le puits est étroit, ça signifie que les atomes sont bien calés, ils bougent peu. Du coup, le matériau se dilate à peine quand il chauffe. C'est aussi simple que ça. Alors, comment ces liaisons se forment? Il y a 3 grands types de liaisons fortes. D'un côté, les liaisons ioniques et covalentes, qu'on trouve souvent dans les céramiques. Là, les électrons sont échangés ou partagés entre 2 atomes voisins. C'est une relation très rigide. Et puis, il y a la liaison métallique, qui est complètement différente. Ici, les électrons sont mis en commun dans une sorte de mer partagée par tous les atomes du bloc. C'est cette mer d'électrons qui permet aux atomes de glisser les uns sur les autres. C'est pour ça que les métaux sont ductiles, et c'est aussi elle qui conduit l'électricité. Bon, à cette théorie. Passons à la pratique, avec un objet que tout le monde a en poche, le smartphone. C'est une vitrine incroyable de tout ce qu'on vient de voir. Si on regarde de quoi il est fait, en termes de poids, on retrouve nos 3 grandes familles, à peu près la moitié de métaux, une bonne partie de plastique pour le boîtier et les composants, et enfin un peu de verre et de céramique, notamment pour l'écran. Maintenant, attention, un chiffre qui fait réfléchir. Pour produire, utiliser, puis jeter un seul petit smartphone de quelques centaines de grammes, il faut en fait mobiliser 70 kg de matières premières. Et cette empreinte, il faut la multiplier par des chiffres qui donnent le vertige. Rien qu'en 2018, il s'est vendu 1,55 milliard de smartphones dans le monde. Et voilà le vrai problème. Malgré ces volumes gigantesques, à peine 15% de ces appareils sont collectés pour être recyclés. Ça veut dire que l'immense majorité de tous ces matériaux précieux est tout simplement perdue. Parce qu'à l'intérieur, la complexité est folle. On y trouve plus de 60 éléments différents du tableau périodique. Chacun a été choisi pour une propriété bien spécifique. L'indium pour avoir un écran à la fois transparent et conducteur, le cobalt pour la stabilité de la batterie, ou encore les terres rares pour les couleurs et les petits aimants des vibreurs. L'exemple du smartphone nous amène donc à une question bien plus large. Celle des implications géopolitiques de notre dépendance à tous ces matériaux si spécifiques.
On entend de plus en plus parler de matières premières critiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des matériaux qui sont absolument essentiels pour notre économie, mais dont l'approvisionnement est fragile, souvent parce qu'il est concentré dans un ou deux pays. Et cette matrice, elle résume parfaitement la situation. C'est simple, l'axe vertical mesure l'importance économique du matériau, et l'axe horizontal, le risque lié à son approvisionnement. Donc plus on monte et plus on va vers la droite, plus la situation est tendue. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette zone de danger en rouge et orange? Eh bien, pas mal d'ingrédients de nos smartphones et de nos technologies vertes. Le cobalt, indispensable aux batteries, les platinoïdes, les fameuses terres rares comme le néodyme, et même le graphite. Tout ceci nous laisse avec une question assez fondamentale. On a vu que notre monde moderne est défini par notre maîtrise des liaisons invisibles entre les atomes. Mais la grande question est de savoir si les chaînes d'approvisionnement, elles, bien visibles, qui nous apportent ces atomes, sont assez solides pour que tout ça continue de fonctionner.